L'objectif, c'est de faire en sorte que l'économie soit mise à disposition de l'ensemble des habitants de ce territoire que nous aimons, pour qu'on comprenne mieux quels sont les ressorts, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et que ça pourrait fonctionner mieux, notamment au travers de l'innovation, puisqu'il se trouve que le thème des rendez-vous de l'histoire, c'est Eureka. Alors Eureka pour effectivement des entrepreneurs, c'est l'innovation évidemment auquel on pense immédiatement. Et c'est pour ça qu'on est là pour en parler, l'industrie du futur. Est-ce que effectivement c'est la clé d'un rebond de l'industrie française qui a beaucoup souffert sur les 10 dernières années et qui va un peu mieux depuis 3-4 ans, disons. Comment l'industrie française peut se relancer, être résiliente, quelles sont les voies de développement possibles pour cette industrie qui est le cœur du réacteur de l'économie française. Alors on va entamer tout de suite, hein, le propos a été posé, l'industrie du futur, numérisation, automatisation, robotisation, tout ça, ça fait un peu peur. Est-ce que ça passe que par la mécanique et l'automatisation ? Et finalement, je vais faire un premier tour de table. L'industrie, est-ce qu'elle ne s'est pas toujours transformée ? Est-ce que ce n'est pas une tarte à la crème de dire l'industrie du futur, c'est génial, on y va ? Finalement, est-ce qu'il n'y a pas toujours eu une industrie du futur ? Est-ce que Gutenberg, à son époque, ce n'était pas l'industrie du futur ? Est-ce que Watt, ce n'était pas l'industrie du futur ? Voilà. Premier tour de table là-dessus. Émilie Bourdu, pour commencer. Ok, mais oui, l'industrie, elle se réinvente en permanence, à notre image aussi, à l'image des êtres humains, à l'image de tous les secteurs de l'économie. L'industrie, elle est obligée de se réinventer parce que déjà, elle veut gagner en compétitivité, enfin, elle veut faire des gains de productivité. Elle se réinvente également parce que les besoins de ses consommateurs évoluent. Aujourd'hui, l'industrie, elle ne propose plus que des produits, elle propose en fait des produits-services. Vous allez acheter votre voiture, on va vous proposer le crédit qui va avec, le financement, on va vous proposer aussi l'entretien. Et puis d'ailleurs, peut-être que demain, vous irez acheter votre voiture et vous n'achèterez plus une voiture, mais vous achèterez des heures de mobilité, hein, quelque part. C'est ce qu'on peut s'attendre à ça à l'avenir. Donc il y a ces besoins, ces attentes des consommateurs qui évoluent, et puis il y a aussi ces révolutions technologiques qui l'impactent. Vous l'avez évoqué, enfin, il y a eu la machine à vapeur, première grande révolution industrielle, il y a eu l'électricité, il y a eu l'informatique, hein, les technologies de l'information et de la communication, et puis aujourd'hui, il y a finalement la robotique, cette robotique intelligente, cette masse de données qu'on est capable de traiter, ces systèmes d'information et de communication qu'on est capable de mettre en place. Donc oui, l'industrie, elle se réinvente, et aujourd'hui, c'est fascinant parce que ces technologies, alors on peut se craindre qu'elles remplacent l'homme, mais elles épaulent aussi beaucoup l'homme et nous permettent de faire de grandes choses. Aujourd'hui, les contraintes sont aussi, les séries de fabrication sont de moins en moins importantes. Il faut maintenant, au lieu de jouer sur le temps de fabrication pure, il faut prendre en compte le temps de planification, de la logistique et tout ça. Et donc tout s'accélère aujourd'hui dans l'industrie, et ça c'est aussi un changement. Oui, on est en train de construire une communication qui n'est plus une communication interne à l'entreprise. On est en train de construire des systèmes qui lient des intervenants, des fournisseurs, des clients quasiment en temps réel. Pour vous donner un exemple un peu rapide, dans 1 ou 2 ans, nous, chez Stahl, on situe ça à horizon de 2 ans, mais c'est déjà présent ailleurs. Dans 2 ans, tout un chacun, nos clients pourront interagir directement sur notre planning de production et poser leurs meubles dans le planning, savoir quand est-ce qu'ils sortent. Et ils n'auront même plus besoin de nous. Et ça, c'est des machines, c'est ça la révolution qui est en train d'arriver, et avec des fournisseurs comme Trumpf qui sont devenus d'une dimension au-delà de la simple technologie qui offre maintenant, Émilie en parlait, on n'achète plus une machine, on achète un univers de communication et de technologie. Ça va au-delà de la simple machine. En fait, il faut savoir que l'industrie du futur, c'est aussi une réponse à la désindustrialisation de la France. C'est aussi une réponse au constat que les entreprises, à une certaine époque, n'ont pas fait assez de marge et ont sous-investi, et en particulier avaient et ont encore pour certaines un appareil productif assez vieillissant. Donc l'idée derrière ce programme, c'était de se dire on va accompagner les entreprises de toute taille dans la modernisation de leur appareil productif. Nous, en France, on s'attache à ce pilier technologique, donc robotique intégrée, la robotisation, les technologies numériques d'une façon générale en entreprise. Et il y a aussi un deuxième pilier qui nous intéresse beaucoup en France, c'est le pilier humain.
C'est-à-dire l'homme qui est au cœur de l'usine du futur et comment l'homme va s'adapter à ces nouvelles technologies et va réorganiser le travail en interne de l'usine. Alors je vais peut-être pas développer maintenant parce que moi à la limite c'est plutôt ça mon sujet, c'est plutôt le levier humain, on pourra en reparler dans le débat. Oui, tout à fait, ouais. Mais il faut bien avoir en tête ces deux piliers, ces deux leviers, voilà, technologiques, humains et organisationnels. Et pour la première fois, c'est une très bonne nouvelle, depuis 2009, il y a plus d'entreprises qui ont été créées que d'entreprises qui ont fermé. Néanmoins, depuis 2009, il y a 600 usines qui ont disparu. Ça pose un autre problème. Mais on va... Alors, il faut voir que la taille moyenne aujourd'hui d'une usine qui se crée, ça ne veut pas dire qu'on va rester à ces chiffres, mais c'est en moyenne 50 personnes. C'est 10 millions d'euros d'investissement de départ. En fait, les usines qui se créent aujourd'hui, elles sont très capitalistiques. Quand on les visite, moi j'en ai visité un certain nombre, c'est assez fascinant, c'est très blanc, c'est une univers d'une propreté incroyable. Et ma première réaction, bête, ça a été un peu celle de M. Tourne, mais je me suis dit, mais ils sont où les gens ? Parce que c'était un univers robotisé. Alors vous abordez la question et on va tout de suite refaire un tour de table. Est-ce que le robot remplace l'emploi ? Est-ce que le robot le remplace C'est une l'humain ? des grandes questions. Là, vous l'avez un peu posé. Je vais réagir tout de suite. Alors, je vais pas être le visionnaire à 20 ans. J'en aurai pas ni la prétention ni les capacités. Mais on a juste une petite bouteille d'eau et pas de boule de cristal devant nous. Mais je veux juste dire qu'on est passé de 1980, une quarantaine de personnes, à aujourd'hui, on est 110. On se projette à plus 10 l'année prochaine et à plus 10 dans 2 ans. Donc on sera normalement 130 fin 2019. Et tout ça en poussant à fond la robotisation. Donc à mon niveau et dans un temps à moyen terme, on va dire, on est en expansion, en croissance de chiffre d'affaires et en expansion de collaborateurs. Sur cette question-là. Donc moi je voudrais d'abord confirmer ce qu'on vient de dire, qu'en France, il y a depuis environ 2 ans et demi une nette reprise dans les investissements, je pense une prise de conscience qu'on doit produire des choses en France. Comme cette conscience est très forte en Allemagne pour ceux qui ont déjà visité ce pays. Et ça, je trouve, c'est extrêmement positif de vouloir garder les usines, de vouloir produire des différentes, pas uniquement des voitures, n'importe quel produit. Et donc nous, on sent depuis 2 ans, il y a avec des très bonnes mesures qui étaient prises par notre président actuel, Macron, des aides aux investissements qu'on a d'ailleurs en Allemagne ou dans d'autres pays comme la Pologne, l'Italie aussi. Donc c'est existentiel. Et pour la robotisation, tous nos clients que je connais qui ont investi dans les robots de pliage et tout ça, ça n'amène pas à des licenciements ou des réductions des effectifs. Au contraire, ils deviennent plus compétitifs. Et après, je me réjouis qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Parfois, vous avez un problème de trouver des techniques ou des ouvriers, des opérateurs de machines, et vous pouvez tout simplement pas faire autrement. Vous avez besoin des robots pour pouvoir produire des pièces. Ça veut dire qu'on doit s'adapter aussi, parce qu'en fait, on s'adapte à la révolution technologique. Mais on s'adapte aussi à un autre phénomène qui est un phénomène sociétal. On s'adapte à la génération Y. La génération Y, donc les jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi, qu'on appelle aussi les digital natives, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec un ordinateur dans les mains. Et cette génération-là, elle ne travaille pas du tout comme nous, elle ne pense pas comme nous, elle a un rythme de vie qui n'est pas le nôtre, et elle a un rythme professionnel qui n'est pas le nôtre. Et si on n'a pas compris ça, je ne dis pas qu'on va dans le mur, mais il faut vraiment qu'on comprenne ça. Alors ça, c'est un clash pour les industriels de la vieille école. C'est pas du tout péjoratif quand je vous regarde en disant ça, mais avec l'organisation très pyramidale, la hiérarchie. Je crois qu'on peut plus raisonner comme ça. On n'est plus dans l'organisation pyramidale. On est dans des organisations qui sont mixtes, qui sont parfois un peu transversales. Et il faut donc les outils technologiques, les réseaux, la mobilité. On ne va plus travailler de 7h du matin à 21h le soir. Sauf que l'usine, il faut qu'elle tourne quand même du lundi matin. Mais elle tourne. Mais maintenant, 6h jusqu'au dimanche, alors pas ici. Mais les usines vont travailler, elles sont déjà en train de le faire, elles vont travailler 24/24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Donc, et comme elles sont complètement automatisées, elles sont surveillées, elles sont pilotées à distance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus personne demain dans les entreprises, mais le rythme du travail va complètement changer aussi. Il y a 2 phénomènes. Il y a comment on va demain, aujourd'hui, comment on va favoriser l'émergence de nouvelles pousses.
Alors Xavier Niel le fait très bien quand il fait sa pépinière d'entreprise avec des métiers du numérique. Mais là, je ne parle pas du numérique, je parle de l'industrie. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on pourra faire toutes les sociétés de services en France qu'on veut. S'il n'y a pas l'industrie, le service ne servira à rien. Donc il ne faut pas oublier que l'industrie est quand même fondamentale dans le bas de la pyramide. Et donc, comment fait-on pour favoriser des nouvelles pousses à raison de 10 millions d'euros sur la table pour démarrer? Et le deuxième phénomène, c'est des sociétés comme la mienne qui sont déjà présentes sur le territoire, qui ont déjà un vécu, un passé. Comment fait-on aujourd'hui pour transformer, pour passer la seconde ou pour passer la troisième, et pour investir tous les ans 1 million, 2 millions d'euros sur une capacité d'autofinancement qu'il faut créer. Donc c'est là où l'appui des banques est fondamental, l'appui des pouvoirs publics à travers peut-être des outils comme la BPI est aussi fondamental. C'est très important. Un, d'accompagner les entreprises en cours de transformation, et deux, de réfléchir à comment aider les jeunes pousses de demain à devenir des entreprises de production et des entreprises industrielles. Bonjour, Pierre-Antoine Perruchot de Stal Industrie. Vous avez évoqué le point qui paraissait important de la fonction RH, qui était un des 2 fers de lance. Est-ce que vous pouvez développer ? La fonction ressources humaines, donc dans quel sens en fait? Dans le sens de ce que ça va transformer dans l'entreprise ou dans le sens de comment l'entrepreneur doit conduire la transformation? La transformation digitale qui passe par les ressources humaines, par une transformation au niveau ressources humaines. Donc ce qu'on observe effectivement dans de nombreuses usines et dans celles qui passent à l'industrie du futur, c'est qu'on a des organisations de travail qui vont s'aplatir, vous l'avez dit, des organisations de travail qui vont être plus dans le collaboratif. D'ailleurs, les technologies numériques permettent de travailler plus en réseau et en équipe. Et donc, il y a des exemples très intéressants en ce moment. Je pense notamment à l'usine Michelin, où les collaborateurs travaillent tous en îlots de production autonomes. Maintenant, ça s'appelle des organisations responsabilisantes. Parce qu'en fait, il y a ce mouvement de responsabilisation des individus, parce que les individus au travail en réclament de plus en plus de la responsabilisation et de l'autonomie. Et donc, dans ces îlots, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit beaucoup moins son chef. Déjà, je crois que le chef s'appelle même plus chef. Il y a même une requalification des intitulés de poste. Parfois, on a des leaders qui peuvent émerger naturellement. On a des équipes qui vont fixer, par exemple, elles-mêmes leur planning. Ça vous paraît peut-être évident ou pas, je ne sais pas, mais dans l'industrie, il n'est pas forcément naturel que ce soit les équipes qui fixent leur temps de travail et la façon dont ils vont s'organiser pour faire leur travail. Ce sont des équipes aussi qui vont intervenir, des îlots qui vont intervenir sur des questions donc RH et de recrutement. C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir le nouveau collaborateur qui va intégrer l'équipe. On va leur demander leur point de vue. Là aussi, c'est pas naturel et spontané dans toutes les entreprises. Donc je précise que Michelin a lancé ce mouvement de responsabilisation déjà depuis 10 ans. Donc il y a des niveaux de responsabilisation et là, ils vont très loin maintenant là-dedans. Mais voilà, il y a tous ces nouveaux modèles responsabilisants. On parle beaucoup aussi de l'entreprise libérée. On va libérer l'organisation, on va libérer le travail. C'est les gens qui décident de tout, il n'y a plus de chef. Bon, ça, j'y crois un peu moins. Je crois qu'on a encore besoin de cadres, mais la responsabilité et l'autonomie peut s'exercer dans un cadre et il y a une vraie demande sociale aujourd'hui. Il y a une enquête Parlons Travail de la CFDT qui vient de mettre en avant que ce dont souffrent les travailleurs aujourd'hui, c'est du manque d'autonomie. D'autonomie dans les tâches, mais d'autonomie aussi en tant qu'équipe, et ce qu'on peut décider en tant qu'équipe, et d'autonomie aussi de capacité à pouvoir décider quelque part du sort de son entreprise, de pouvoir participer à la stratégie. Voilà. Et il y a eu aussi une vraie quête de sens aussi du travail et des transformations. Et on revient à l'usine du futur, et vous le disiez tout à l'heure, ces transformations, elles doivent avoir du sens pour les gens. Si on ne donne pas du sens aux transformations, ça ne fonctionnera pas. Et donc là, c'est la responsabilité des équipes dirigeantes notamment de donner du sens et une vision. Bonjour, Stéphane Le Gall du CIMI. On a vu certains bons côtés... Alors dites-nous ce qu'est le CIMI. Le CIMI, c'est un centre de formation spécialisé en maintenance industrielle. Merci. Donc oui, on a vu un certain nombre de bons côtés de cette industrie 4.0, mais malheureusement, à toute médaille, il y a un revers. Et monsieur l'a abordé brièvement. On n'a pas abordé le problème de la sécurité, de la cybersécurité. Et je pense que par le passé, avoir une panne machine, on pouvait la réparer relativement rapidement. On se rend compte aujourd'hui que des grands groupes, et les plus grands groupes français d'ailleurs, avec des centaines d'ingénieurs informaticiens, ont été sujets à des attaques et ont eu des productions arrêtées sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes en train de prendre un gros retard par rapport à ces problèmes de sécurité informatique
qui peuvent être dramatiques finalement pour le fonctionnement des entreprises. Les bonnes pratiques. Alors, d'abord, chez Trumpf, comment vous êtes protégé contre les... Parce que finalement, quand on ouvre ces réseaux à tous les collaborateurs, on peut les ouvrir un peu trop largement. Et du coup, être piratable, mais même pas forcément piratable, mais comment vous évitez les bugs, quoi, tout simplement. Pourquoi, finalement, le technicien à distance qui pense contrôler la machine de Stahl à Romorantin, il n'est pas en train de vérifier celle d'un autre industriel à Rouen? Oui, ça c'est une bonne question. Nous, on va créer au sein de chaque unité un responsable de sécurité de données. Et vis-à-vis des groupes, ce sont des systèmes, naturellement, qui doivent préserver nos propriétés intellectuelles. Et vis-à-vis de l'échange avec les clients, je pense, et la question, le monsieur était très justifié, à titre mondial, ils doivent avoir des systèmes, des normes qui permettent de travailler pour tout le monde en toute confiance. Je voudrais simplement dire que l'État, depuis 3 ans, a fait un gros effort en développant les personnels et les crédits budgétaires en faveur de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de système d'information, que l'État a monté à partir de l'expérience de nos amis anglais, qui avaient une dizaine d'années d'avance sur nous pour contrer précisément toutes les attaques en matière cybernétique. Au niveau, donc pour les 500 très grosses entreprises, la collaboration se fait constamment. Mais il faut faire descendre au niveau aussi de toutes les moyennes et petites entreprises, qu'elles soient stratégiques ou pas, tout simplement pour défendre l'outil de travail. Et de ce point de vue, il faudra que l'État continue à augmenter les crédits en liaison avec la DGSE pour l'extérieur et la DGSI pour l'intérieur, et qu'il y ait un dialogue encore plus renforcé entre les entreprises du privé et l'ANSSI. Sur l'évolution sociale dont vous avez parlé, et on est là pour parler du futur. Alors j'imagine dans 40 ans l'usine blanche immaculée avec les machines qui travaillent et 50 ingénieurs qui sont là pour la diriger. Et je me dis, les études, la formation, quelle place elle a? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de techniciens, beaucoup d'opérateurs. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, c'est une inquiétude, que vont faire voilà, les c'est autres, une inquiétude pour les gens qui sont derrière la porte, pour voilà, les techniciens, les opérateurs dans 30-40 ans. Donc, la clé, c'est la formation initiale, Alors, ça, continue tout au long de la vie. L'apprentissage permanent. La question plus vaste, c'est quels emplois demain en France pour les gens qui n'ont pas de formation. Et j'aimerais avoir parce que c'est vrai que quand on n'avait pas de formation avant, il y a 40 ans, et c'est marrant que ce soit un jeune qui nous fasse cette remarque-là, mais c'est vrai qu'on allait à l'usine. On n'avait pas de formation, on avait raté la voie générale ou la voie technique, ou on allait à l'usine. Je vais faire une mini-réponse avant de passer la parole à Ulrich. Déjà, 40 ans, l'usine blanche dont tu parlais, ce sera dans 2 ans chez Stahl. Donc voilà, ça raccourcit un petit peu le temps. Et en fait, c'est la formation. Et au-delà de la formation, se pose le problème plus vaste, et on ne va pas en parler maintenant, de l'apprentissage. Il faut absolument qu'on fasse revenir l'apprentissage dans nos entreprises. Voilà, c'est fondamental. Voilà, une autre question. Oui, bonjour, Pascal Godelat. Je vais rebondir, ça tombe bien, en plus la question est parfaite par rapport à ce que je voulais aborder. J'espère que je ne vais pas faire un hors-sujet. Je vais parler de la matière première, puisqu'on parle de l'industrie. Et qui dit industrie, dit consommation de la matière première, quelle qu'elle soit. Sur la planète, on a parlé des Chinois, on a parlé des Polonais, on a parlé des Américains du Sud. On va tous consommer plus, on veut tous une meilleure vie sociale. Où va-t-on trouver les ressources de demain? Donc, on peut être en EDI, avoir, etc. Donc, je pense qu'il y a une solution que Jean-Christophe connaît bien, qui est le recycling. Donc, on va recycler ce qu'on va vendre. Mais ça va être important de penser à nos industries, ce qu'on va mettre dedans. Parce que si on met des super machines, mais qu'on n'a pas de matériaux à mettre dedans, on ne sortira pas nos produits finaux. Peut-être Émilie Bourdu, c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas du tout utilisé dans l'industrie du futur. Vous demandez aussi. Non, dans Ils l'industrie se demandent du tous futur. pourquoi moi. Mais je vais faire une petite réponse quand même, allez. Non, sur le développement durable de l'industrie du futur et le développement durable finalement. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs enjeux qui arrivent.
raréfaction des ressources, moindre utilisation de l'énergie, moindre utilisation de l'eau ou recyclage de l'eau. C'est quoi l'industrie du futur et le développement durable ? Oula, alors on ne va pas rentrer dans un débat de développement durable. En tout cas, il y a des enjeux environnementaux aussi dans l'industrie du futur. Moi, votre remarque, elle m'interpelle et elle me fait penser au modèle de l'économie circulaire. Moi, je pense que ça peut être aussi l'avenir de l'industrie, parce que penser l'économie circulaire, c'est aussi penser territoire, c'est aussi penser l'environnement de l'usine, et penser recyclage, penser que parfois, l'usine, elle produit de l'énergie qui s'en va un peu en l'air, peut-être le voisin pourrait l'utiliser. Enfin, c'est gérer des flux, c'est gérer des cycles. Donc, je pense qu'un des défis pour l'industrie des futurs pourrait être de penser encore mieux ce modèle d'économie circulaire dont on parle, mais qui a quand même un peu de mal à se mettre en œuvre. Ce qui est frappant, c'est de voir que la prise de conscience à l'échelle mondiale, elle est extrêmement récente. En fait, on a vécu sur un modèle qui était issu des années 80 et 90, où on n'avait pas du tout la conscience de ce qu'on appelle aujourd'hui la finitude des matières premières. Ça a commencé au début des années 2000, quand à partir de 2002 exactement, on a vu les cours des matières premières s'envoler dans des proportions inimaginables. Rien que le baril du pétrole, n'oubliez pas, dans les années 90, on était en dessous de $30 le baril. C'est monté en août 2007 à $147 le baril. Et l'INSEE avait dit qu'au-delà de 150, c'était l'effondrement, collapse des économies. Alors, donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, le baril du pétrole doit être à $55, le Brent. Bon, on sait très bien que c'est une tendance qui est provisoire et qu'à terme, le coût de l'énergie va augmenter et que toutes les matières premières vont reprendre. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas mesuré dans les années 90 et encore au tout début des années 2000, c'était l'appétit invraisemblable des pays émergents en matière de consommation des matières premières. Ce sont eux qui ont tiré les cours des matières premières. Et j'ai vu très récemment que dans le domaine de l'industrie automobile concernant les véhicules électriques, puisqu'on voit que c'est une priorité. Là encore, la voiture électrique, elle existe d'un point de vue technologique depuis plus de 100 ans. On a atteint les 100 km/h d'ailleurs avant la fin avant le début du XXe siècle. Et toute la question, c'est les batteries. Et aujourd'hui, vous avez une tension sur les marchés des matières premières autour du cuivre, autour du lithium, par exemple. Alors, c'est relativement mieux présent à travers le monde, mais néanmoins, on sait très bien que ces matières premières sont limitées. Hein, on ne peut pas en créer comme cela. Donc, en pénurie. Donc ça, c'est quelque chose de très neuf, et il n'y a pas encore de solution miracle. Je pense que sur les questions de récupération, ça touche la question des fameuses terres rares, notamment, c'est très géopolitique, on n'en est vraiment qu'au début. Mais c'est sûr que si on continue sur cette tendance de l'hyperconsommation, très vite, ça va s'arrêter, puisqu'on ne pourra plus, il n'y aura plus de matières premières. Donc voilà, je pense que vous pouvez applaudir et remercier François Bost, Émilie Bourdu, Ulrich Haas et Jean-Christophe Perruchot. Merci, Monsieur Perruchot, de votre invitation.